enregistrer. Et donc voilà, bonjour, bonjour. Nous sommes le 21 octobre pour ce cours de panorama de la littérature française. Et je vais faire aujourd'hui un panorama de la fin, pas de la fin, mais de la poésie à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que nous avons vu les romantismes et peut-être vous avez remarqué que j'ai mis en évidence ou en avant la poésie romantique. Je ne vais pas rentrer dans la prose, dans les romans romantiques, etc., ou le théâtre romantique. Je privilégiais ici dans ce cours la poésie. Et donc, je vous ai indiqué il y a une semaine ou deux une vidéo ou quelques vidéos, 2 ou 3 sur le Parnasse. Et cette semaine, il y a 2 jours, je vous ai indiqué quelques vidéos sur Baudelaire, sur Mallarmé, sur les symbolismes, pas forcément sur Mallarmé, mais sur les symbolismes et sur Baudelaire. Et donc, je vais faire ce panorama ou ce passage, vous indiquer cette transition et comment la poésie arrive à la fin du XIXe siècle. Et puis, la semaine prochaine, je vais parler de la prose, du réalisme et du naturalisme. J'ai décidé de faire comme ça. En fait, ça implique une condition parce que pour terminer la discussion sur la poésie, on va jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis, on revient à la moitié du XIXe siècle avec le réalisme et Gustave Flaubert, d'accord? Parce que c'est un mouvement, il nous faudra reculer un petit peu dans les temps. Et c'est pas grave, c'est pas, ça va pas entraîner de confusion dans vos têtes. Donc, cela dit, on commence et je vais juste dire un mot sur Théophile Gautier. Il sera important pour parler de Baudelaire, mais aussi pour vous situer dans la discussion sur le Parnasse. C'est un mouvement que je ne vais pas discuter, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais dire quand même un mot sur Théophile Gautier. Donc, c'est pas ici, je partage mon écran avec pour commencer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les poèmes que je vous ai indiqués hier. En tout cas, je vais les lire et commenter aujourd'hui comme il faut. D'accord? Et donc, je vous ai indiqué hier, où j'ai partagé ce document-là, ce livre de Théophile Gautier. Donc, c'est le livre des poésies, le tome 1. Théophile Gautier, c'était quelqu'un d'assez, comment dire, versatile, je dirais, qui a beaucoup, qui a écrit dans plusieurs genres. Le théâtre, la critique, la poésie, les contes. Je n'ai pas encore affiché l'activité sur les contes fantastiques, mais un des contes fantastiques que je vais vous indiquer est de Théophile Gautier. Donc Théophile Gautier est quelqu'un qui a s'est jeté ou qui s'est lancé à écrire dans plusieurs genres littéraires. Et ici, je prends ses premières poésies. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant, comme vous voyez, première poésie écrite entre 1830 et 1832. Et c'est intéressant ici. Et donc, je vous situe Théophile Gautier parce que il n'est pas forcément un poète parnassien. Je dirais qu'il est plutôt un poète très parnassien,
ou un précurseur du Parnasse. Mais il a une conception ici de l'art pour l'art qui sera très importante pour la poésie de l'avenir. Et donc, vous voyez, il a une préface ici, c'est une préface courte, je vais commenter 3 extraits ici. Et dans cette préface, il théorise en quelque mesure ces éléments-là qui m'intéressent ici pour cette discussion. Donc, vous voyez ici une partie de la préface de Théophile Gautier. Et c'est intéressant. Je recule un tout petit peu dans le romantisme. Et souvenez-vous, comme nous avons ici, dans le romantisme brésilien, la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, nous avons le cas de, comment il s'appelle, le poète Acaso Alves, qui est un représentant dans le romantisme brésilien d'une poésie engagée. Et vous connaissez probablement le poème Navio Negreiro, n'est-ce pas? Et donc, nous avons dans le romantisme, en France, on ne parle pas de la même façon en génération romantique. Je veux dire première, deuxième, troisième. Mais on fait cette différenciation, on différencie, on distingue, par exemple, le côté plus subjectif, les côtés idéalistes. Nous avons vu un aperçu de l'amour avec la poésie de Musset, la poésie plutôt réflexive, méditative de Lamartine. Et je n'ai pas commenté, j'ai juste indiqué les cas, par exemple, de Victor Hugo, qui a plusieurs poèmes assez engagés, qui parlent de politique, qui parlent des figures de la politique de l'époque. Pourquoi je fais cette révision du romantisme? Parce que le mouvement qui vient dans la suite, le Parnasse, va faire opposition à ces questions du romantisme. Raison pour laquelle, assez souvent, on parle de la poésie du Parnasse comme une poésie objective, c'est-à-dire une poésie qui va vers la description, qui va vers un langage plus objectif. Et donc, nous avons dans la préface ce qui dit Théophile Gautier. Il n'a vu du monde que ce que l'on en voit par la fenêtre. Et il n'a pas eu envie d'en voir davantage. Il n'a aucune couleur politique. Il n'est ni rouge, je suis ici, ni blanc, ni même tricolore. Il n'est rien, il ne s'aperçoit des révolutions que lorsque les balles cassent les vitres. Il aime mieux être assis que debout, couché qu'assis. Moi, j'adore cette phrase. Il aime mieux être assis que debout, couché qu'assis. Mais il préfère estar sentado que em pé e deitado que sentado. Et c'est une habitude toute prise quand la mort vient nous coucher pour toujours. Il fait des vers pour avoir un prétexte de ne rien faire et ne fait rien sous prétexte qu'il fait des vers. Donc, cette phrase, la dernière aussi, elle est assez intéressante. Ele faz versos para ter um pretexto de nada fazer. E ele não faz nada sob o pretexto de que ele faz versos. Et ici, nous avons un début ou la sémence de la théorie ou de cette conception de l'art pour l'art, a arte pela arte. C'est-à-dire que, et comme vous voyez ici, que c'est un poète qui ne va pas ou qui ne descend pas à la rue. Ce qu'il a vu du monde, il a vu par la fenêtre. Et il n'a aucune couleur politique. Et en plus, pour les révolutions, il ne voit ou il ne se rend compte de la révolution
que quand les balles cassent les vitres, quando as balas quebram as vidraças. Tá? Et puis, donc voilà. Et il y a cette conception dans ces premières poésies de Pitié, l'idée de l'art pour l'art, et on va prendre ça de l'italien, que c'est si je ne me trompe pas, je ne parle pas italien, mais c'est quelque chose comme fare niente, c'est rien faire. N'est-ce pas? C'est donc, vous voyez, une attitude contraire à la révolution politique, à l'engagement, et donc c'est se réfugier dans la poésie, se réfugier dans l'art pour ne pas parler d'autre chose. Et ensuite, voyons la page suivante. Non, ça va, cette partie-là, elle n'est pas importante. À quoi cela sert-il? Ça sert à être beau. N'est-ce pas assez comme les fleurs? Et en fait, ici, c'est sa conception de l'art pour l'art dont je vous parlais. C'est-à-dire que l'objectif de l'art n'est pas parler de la société, changer les choses, faire une élévation spirituelle. L'objectif de l'art, c'est d'être beau, et ça suffit. Et donc, il dira ici, à quoi cela sert-il? L'art, cela sert à être beau, n'est-ce pas assez? Comme les fleurs, comme les parfums, et il continue, comme les oiseaux, comme tout ce qui l'homme n'a pu détourner et dépraver à son usage. Donc, vous voyez cette conception de la beauté qui est, dans une certaine mesure, l'idée du philosophe allemand Kant, de cette jouissance et de la fruition esthétique, c'est-à-dire à apprendre à déguster ou à éprouver cette sensation du goût. Et ça, c'est une fin en soi, une fin ainsi. Et il continue ici, en général, dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. Donc, dans cette conception de l'art pour l'art ne peut pas avoir une utilité. Donc, quand on parle d'art pour l'art, on parle de l'inutilité de l'objet artistique. Parce qu'il sert à la contemplation de la beauté, contemplation de terre, de beleza. Bon. Il donne d'autres exemples comme le parfum, et l'autre c'était la fleur. Il continue ici, elle entre dans la vie positive. Dès la poésie, elle devient prose, de libre esclave. Tout art est l'art. L'art, c'est la liberté, le but, l'efflorescence, c'est l'épanouissement de l'âme dans l'oisiveté. Oisiveté, ça va? Vous connaissez ce mot? Non. Oisiveté, c'est ocio. D'accord? Pardon, pourriez-vous répéter les mots? Oui, en fait, l'écriture ici, cette écriture n'est pas très bonne. Je vais écrire ici dans le oisiveté. J'ai mis ici dans le chat oisiveté. Et nous avons l'adjectif aussi, oisif ou oisive, c'est-à-dire ocioise, n'est-ce pas? Et la traduction, c'est ça, Ociosidade, ócio. Voilà.
Et ce qui est intéressant, une anecdote, c'est que le mot école, il me semble que, étymologiquement parlant, ça vient de oisiveté ou oisif. Parce que les temps qu'on passe à l'école, c'est les temps libres. C'est-à-dire, il faut avoir du temps libre pour être à l'école ou pour apprendre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est juste une curiosité. Et donc, je traduis encore ici, c'est l'épanouissement de l'âme dans l'oisiveté. L'épanouissement, c'est une espèce de, moi je traduirais comme desabrochar, d'accord? Seria o desabrochar da alma na ociosidade. C'est un peu cette conception du poète qui ne fait rien, il attend l'inspiration et il fait ses poèmes, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, pour se dédier à l'art en quelque mesure, il faut avoir un peu ces temps libres, n'est-ce pas? Et ces temps libres, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que ces temps libres ne peuvent pas, même si, là je sors un peu du texte de Gauthier, mais pensons, réfléchissons à notre activité, à nous, c'est-à-dire étudier, lire, faire de la critique ou lire de la littérature, n'est-ce pas? Parce que c'est un exercice actif, n'est-ce pas, qui exige réflexion, attention, je vais dire donation, doation, n'est-ce pas, de soi pour s'investir dans la lecture d'un texte, d'un livre, d'un poème, etc. Et c'est quelque chose que nous devons faire face contre la famille et la société, parce qu'assez souvent, si on est à la maison et on est en train de lire un livre, assez souvent on écoute des parents, des amis, frères et sœurs, ah, tu fais rien, tu lis. Ah, você não está fazendo nada, está lendo. Et donc, cette oisiveté ici, elle ne doit pas être comprise ou entendue comme rien faire, mais plutôt comme les temps libres dédiés à cette réflexion artistique, philosophique, spirituelle liée à la littérature. D'accord? Et donc, la peinture, la sculpture, la musique ne servent absolument à rien. C'est intéressant, c'est provocatif, n'est-ce pas? La peinture ou l'art en général ne servent absolument à rien. C'est intéressant, ici, une autre réflexion. Pendant la pandémie, je ne sais pas si vous avez vu, regardé, une vidéo de la chanteuse brésilienne Zélia Duncan, dans lequel elle récitait un poème. Je ne sais pas si le texte était à elle ou si c'était à quelqu'un d'autre, mais c'était une réponse à ces gouvernements, cette, je sais pas, cette logique contre la culture que nous vivons aujourd'hui au Brésil. Et elle disait quelque chose, c'est un texte hyper beau, intéressant, dans lequel elle disait quelque chose comme ça. Ela falava alguma coisa assim, se você não, se a arte e a cultura não servem para nada, então volte para o seu lugar, para o breu, né? Assim, um lugar totalmente escuro, porque a arte façonha, não estou repetindo as palavras porque eu não lembro de cabeça o texto, mas procurem Zélia Duncan, Pandemia, Zélia Duncan, alguma coisa assim, vocês vão ver, o texto é muito bonito, se eu achar eu posto na sala aqui depois. Mas porque essa ideia de que não serve absolutamente para nada tem a ver com essa concepção de arte pela arte. Quer dizer que a beleza está acima de tudo. Ok? Não é que não sirva para nada. Né? Aqui tem um lado provocador desse tipo de manifestação. Ainda falando da Zélia Duncan, então ela coloca um pouco isso, né? Que então desliga a televisão, não vá ao cinema,
desligue o rádio, o que vai sobrar para a vida? Se a arte não serve, a cultura não serve para nada, experimenta. Não assistir série, não assistir filme, não assistir novela, não ouvir música, etc. Rien lire, voilà. N'est-ce pas? Et comme ça, quand on retire tout cela, on voit que nous sommes des consommateurs, dans un bon sens, des consommateurs d'art. Et l'art en général, même si elle n'a pas une utilité ici utilitaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui sert à quelque chose de pratique dans ce monde capitaliste, pour le dire comme ça, mais c'est d'un autre ordre, n'est-ce pas? L'utilité de l'art, il faut lire. Merci Gabriel, très bien. Et je vous invite à regarder ça après le cours et pas maintenant, d'accord? Et voilà. Donc, c'est ça. Il y a une utilité. Ici, le texte est provocateur pour faire introduire une nouvelle conception artistique, poétique, etc. Mais il faut lire de façon critique pour ne pas penser que l'art, la poésie, la littérature sont totalement inutiles. Parce que cela n'est pas vrai. N'est-ce pas? Et donc, avançons encore. Il y a un dernier extrait ici. Non, c'était ça. Et donc, je vais avancer ici. Je vous ai demandé de lire. Je vais juste chercher la page pour ne pas perdre du temps à chercher le poème qui m'intéresse ici. Voyons, afficher plus. Voilà, Gauthier, c'est la page 73. Et c'est un poème court. Moi, j'aime bien les poèmes courts. Je pense que c'est comme un punch, un coup de poing. Un soco, n'est-ce pas? Ça frappe vite. Donc, vous voyez ici, j'aime bien ces poèmes parce que il fait écho, et l'écho, la réflexion de la préface. Je ne vais pas lire les épigraphes ici, mais les coins du feu, né, on va dire ao lado do fogo, n'est-ce pas? Comme la chanson de Perto do Fogo, de Rita Lee, Perto do Fogo. Donc, il dit ici, le poème. Le poème, vous voyez, il est composé de 2 strophes, de 6 vers chacune. Et voyons ici, les poèmes totalement projetés ici. Donc, il dira que la pluie à déluge au long des toits ruisselle, que l'orme du chemin penche, craque et chancelle au gré du tourbillon dont il reçoit le choc, que du haut des glaciers l'avalanche s'écroule, que le torrent aboie au fond du gouffre et roule avec ses flots fangeux des lourds quartiers des rocs. Donc, je continue et puis je commente. Qu'il gèle et qu'à grand bruit s'en relâche la grêle, des grains rebondissants fouettent la vitre frêle, et la bise d'hiver se fatigue à gémir. Qu'importe. N'ai-je pas un feu clair dans mon âtre, sur mes genoux un chat qui se joue et folâtre, un livre pour veiller, un fauteuil pour dormir. N'est-ce pas? C'est ça le poème. Et en fait, ce que j'allais commenter, c'est que le poème est composé à partir de cette structure qui commence par que la pluie, et vous voyez que le poème, il est composé, en fait, ça entraîne l'utilisation du subjonctif.
Hein. Donc, que la pluie ou déluge de toi ruisselle, né? Tipo, que chova, que a chuva faça barulho nos telhados, que du haut des glaciers l'avalanche s'écroule, né? Que do alto dos glaciares a avalanche desabe, quelque chose comme ça, qu'importe. Et il donne plusieurs possibilités de choses qui se passent au monde, qui se passent dans la nature, qui se passent à l'extérieur de chez lui. N'est-ce pas? Et puis, il va dire, là, c'est la réflexion qui est soulignée ici en jaune, qu'importe, n'ai-je pas un feu clair dans mon âtre, sur mes genoux un chat qui se joue et folâtre, un livre pour veiller, un fauteuil pour dormir. Donc, ce qu'il dit ici, c'est peu importe tout ce qui se passe dans le monde, si j'ai le confort de la maison, si j'ai un endroit où un salon, une chambre réchauffée, un chat, n'est-ce pas? Le chat aussi, c'est mignon à voir, un livre et un fauteuil pour dormir. Donc, c'est tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Le reste, c'est le reste et il ne s'inquiète pas, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était l'idée que je voudrais mettre en relief à partir de cette réflexion sur Théophile Gautier. Et c'est intéressant, dans cette conception de l'art pour l'art, peut-être que vous avez étudié vous-même le Parnasse brésilien, n'est-ce pas, ou parnassianisme. Et le poète peut-être le plus connu, le plus important du Parnasse en brésilien, c'est Olavo Bilac. Et Olavo Bilac, je n'avais pas pensé à faire ça. Voyons ici. Olavo Bilac, j'ai oublié les titres du poème. Comment on dit ça? C'est je ne sais pas pourquoi. Je cherche un poème d'Olavo Bilac qui est très représentatif de cette conception. Mais non, je vais pas arriver à faire ça. C'est un poème dans lequel il parle il fait une comparaison avec la construction d'une cathédrale. Et donc, pour faire construire, pour bâtir une cathédrale, il faut l'échafaudage aux andains. Et puis, une fois que la cathédrale est construite, on enlève l'échafaudage et ce qu'on laisse voir, c'est tout simplement la beauté de la cathédrale. Et donc, la conception de poésie qu'il retire de cette comparaison, c'est que le poète va transpirer pour faire un poème parfait, mais il ne va pas laisser les traces de cette transpiration, de cette difficulté de l'écriture du poème au lecteur. Le lecteur va avoir en face ou en face ou devant soit tout simplement un poème parfait. D'accord? C'est cette conception-là. C'est un peu, souvenez-vous, le cours dernier, j'avais parlé d'un texte qui faisait une critique à la littérature facile comme cette littérature romantique, confessionnelle, qui est produit de l'inspiration. Ici, dans cette conception de l'art pour l'art, nous avons une vision de l'art comme artifice. Artifice ici, non dans le sens d'artificiel, mais comme produit d'un effort, comme une construction. L'art, elle est inutile,
elle ne sert qu'à être beau. Il, art, en français, c'est masculin. Donc, l'art ne sert qu'à être beau, il n'a pas d'utilité. Euh, et, euh, et pour le spectateur, le lecteur, on ne laisse voir que la perfection de l'objet artistique. Ça, c'est intéressant aussi comme expression. L'objet artistique, n'est-ce pas? De voir l'art comme un objet, donc comme un artefact, comme quelque chose d'artificiel parce que c'est une construction humaine, ce n'est pas naturel. D'accord? Et donc, voilà, c'était ce que je voulais parler de Théophile Gautier. Et puis, je passe à Baudelaire et je vais... pourquoi Baudelaire nous intéresse ici? Je ne sais pas si vous avez déjà suivi les cours de poésie et sûrement vous avez lu un peu plus de Baudelaire. Et ici, vous avez en face de vous Les Fleurs du Mal. Juste une question que je vous pose. Est-ce que vous connaissiez ce livre de poèmes, Les Fleurs du Mal, avant d'entrer à l'université? Est-ce que vous avez entendu parler du mal avant d'entrer? Oui, j'ai ce livre-là en forme physique. Et comment tu l'as connu? Comment tu as entendu parler de... Oui. Il y a une chanson de João Bosco qui parle de Flores do Mal. Oui. Pas. Et quand j'étais à l'Alliance française, il y avait je crois que quelqu'un était en train de faire les ventes des livres déjà d'occasion. Et je l'ai trouvé. Oui. Mais Henrique, moi, j'ai toujours écouté como Flores do Mar. Não, as flores do Mal, não? Acho que é. Não, mas c'est intéressant. Bom, lá... pode ser que seja Flores do Mar, eu posso ter me esquecido, je me trompei. Eu não sei se foi uma referência ao livro ou é o Flores do Mar mesmo, como você falou. Não, mas assim, eu não sei. Quando eu vi o meu, Les Fleurs du Mal, aquela música que o João Bosco faz uma referência a isso. Bom, não sei, pode ser que seja Flores do Mar mesmo, e eu que estou errado, eu que estou confundindo aqui as bolas. Mais c'est très, très intéressant de voir cette référence comme ça, parce que moi, je suis très attentif, même tu vois, même si ce n'est pas une référence explicite, ça peut être une analogie, n'est-ce pas? Et João Bosco, il a composé plusieurs chansons avec Aldir Blanc. Aldir Blanc était poète, il avait des livres de poésie à publier, et peut-être si ce n'est pas une il se colle d'une certaine façon. Et c'est très intéressant. Et en plus, quelque chose qui n'est pas anodine, c'est que je vais parler du poème Correspondance de Baudelaire. Et cette chanson, Pavé au marché, c'est une chanson assez cinétique, n'est-ce pas? Qui fait un appel au sens. Ela faz apelo aos sentidos. Rapidinho, Gabriel, cadê o poema? Ele apareceu aqui para mim, subiu. Ok. Duplié. D'accord. Donc, voici le poema d'Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Tá vendo? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência, no sossego, trabalha e teima e rima e sofre e sua. Vocês sabem que
tem muitas pessoas que estudam as influências da literatura francesa na literatura brasileira, e vocês sabem que nesse período, principalmente depois da independência de Portugal, o Brasil adota a França como influência cultural, intelectual, com força, assim, e vários desses ou foram para a Europa, foram para a França, ou liam literatura francesa. Então, vocês veem que tem uma coisa muito forte aqui que eu não sei dizer, não sou estudioso do Olavo Bilac, mas que ecoa muito o Théophile Gautier, né, que a gente acabou de ler. E aí ele continua aqui. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. E vocês estão vendo que tem uma outra coisa aqui. O poema é claro. Né? Ele não é um poema rebuscado, hermético. O poema hermético a gente vai ver no final aqui com o Mallarmé, tá? Que vai ser uma oposição do simbolismo. Mas vocês estão vendo que é um poema que a gente lê, a gente entende assim, a mensagem do poema de cara. Por isso que eu falei de uma poesia objetiva. Merci, Gabriel, d'avoir trouvé le poème d'Olavo Bilac. Et Henrique, pour terminer, estou tentando lembrar a letra da música Papel Machê, mas Milagre... minha esposa acabou de me corrigir aqui, ela disse que é Flores do Mar mesmo. Aí, Henrique, tu falou uma merda da porra, cara. É Flores do Mar. Ela tá me chamando, tá tirando onda da minha cara aqui, minha esposa. Mas não, pronto, eu escutava como Flores do Mal, mas tudo bem, acontece. Nas melhores famílias. Non, il y a plusieurs cas, références de cette de cette trompée par rapport à oui. de biquíni sem parar, abajour cor de carne, il y en a plusieurs. Mais c'est intéressant parce que ça, d'une certaine façon, ça fait écho, comme je disais. Isso faz écho. Et tu m'as rappelé un petit exercice que je voulais faire avec vous hier, et j'ai oublié, parce qu'en fait, j'ai commencé à vous indiquer les poèmes à lire pour aujourd'hui, et on m'a appelé ici pour m'occuper de Caetano, puis c'était le déjeuner, et puis j'ai oublié, parce que je voudrais vous demander, il y a une chanson de Adriana Calcanhoto qui dit Barco embriagado ao mar. Et je voudrais laisser cette référence, et à la fin du cours aujourd'hui, vous me dites si vous êtes capable de dire d'où vient cette référence. D'accord? Je crois que la chanson, c'est Hiverne, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Gabriel, je te laisse cette tâche de copier-coller ici les paroles de Hiverne d'Adriana Calcanhoto. D'accord? Il y a une référence na Cinza das Horas, que é livro agora eu me esqueci, se é do... É do pernambucano Manuel Bandeira. O Bandeira, né? Eu Cinza das Horas. É porque eu sou pernambucano, eu conheço. Estava me perguntando se era Manuel Bandeira ou Ferreira Goulart. Voilà. Et donc, il y a dans cette chanson, cette barco embriagado ao mar. Tem uma referência francesa aí, d'accord? Et donc, merci Gabriel, encore ici. Et ici, no deserto, sem saudade, sem remorso, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim, só quero lembrar, etc. Mais cette partie-là,
Euh, et il y a encore ici, continua, né? Deixa eu voltar aqui. Lá mesmo esqueci que o destino sempre que só, no deserto, sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim, só quero me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra, um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar. Pouco antes do ocidente se assombrar. Okay? Ça, c'est intéressant aussi, je vous dis après. Et si je ne me trompe pas, les paroles ont été écrites par, comment ça s'appelle Antônio Cícero. Pardon Antônio Cícero. C'est le frère à Marina, Marina la chanteuse Marina Lee. Oui, oui. Voilà. Lui aussi, il est fantastique. Donc, on revient ici à Baudelaire. Et je vous ai demandé si vous connaissiez le livre Les Fleurs du Mal, parce que c'est le livre des poèmes, des poésies les plus connus, il me semble que les plus traduits au monde. C'est un livre référence un peu partout. D'accord? Et en plus, on commence. Je vais essayer de faire vite ici, parce que le cours aujourd'hui est un peu chargé. Mais il y a un Baudelaire, je vous ai indiqué une vidéo sur sa poésie, sur lui. J'en ai d'autres si vous voulez. Il suffit d'aller dans la playlist que j'ai organisée, il y a plusieurs vidéos sur Baudelaire. Et Baudelaire aussi est un des poètes les plus étudiés au monde, j'ose dire. Et en plus, c'était un des poètes maudits, on va dire, maudits. Et vous voyez, je vais entrer un petit peu dans le livre juste pour vous donner une idée. Et cette idée, tout d'abord, je commence ici. Les fleurs du mal. C'est pas cette page-là, c'est la page suivante. Vous voyez ici la dédicace du livre qui est au poète impeccable, au parfait magicien, ès-lettres française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives, Charles Baudelaire. Donc, les fleurs du mal sont dédiées à Théophile Gautier, le poète que nous avons de voir. D'accord? Et Baudelaire est un poète plus complexe, ou peut-être un des poètes les plus complexes que nous avons, au moins au XIXe siècle. Parce que Baudelaire, il était poète, il a renouvelé la poésie en même temps que quelqu'un qui apporte un renouveau à la poésie, c'est quelqu'un qui connaît la tradition poétique aussi. Il dit que Théophile Gautier est un magicien ès-lettres française, mais Baudelaire est, moi je ne connais pas d'autres, qui maîtrise le vers comme lui, qui domine l'art du vers, qui domine l'art du vers. En plus, il a une connexion avec les romantismes, surtout la question de l'idéalisation de la femme, mais en même temps, la connexion avec les grotesques dont je vous ai parlé de Victor Hugo. Dans la préface de Cromwell, Victor Hugo apporte cette idée que le sublime et les grotesques doivent venir côte à côte, n'est-ce pas? Et on va voir dans la poésie de Baudelaire cette proximité entre le sublime et les grotesques. En plus, Baudelaire, il est dans la croisée du romantisme et du symbolisme et du Parnasse. C'est-à-dire que Baudelaire, il va jouer avec certains motifs du romantisme, il aura cette
ce culte de la forme et ce culte de la forme, comme les poètes parnassiens. Et en plus, il va annoncer le symbolisme, le mouvement qui viendra après. D'accord? Et en plus, dans ce livre hyper riche, il y a un satanisme, il y a l'érotisme de la femme, il y a l'idéalisation de la femme, mais il y a aussi une représentation du poète dans la modernité. Donc, c'est fantastique. D'accord? Et en plus, à mon avis, c'est pas si difficile à lire. C'est de la poésie. Moi, je pense que la poésie, c'est toujours difficile ou a une certaine difficulté, mais c'est un livre visible. Et donc, je vous ai demandé d'abord la lecture. Non, c'était pas la bénédiction, c'était l'Albatros, tout d'abord. Et donc, vous voyez ici, il s'agit d'un sonnet dans ces cas. C'est-à-dire que nous avons 4 strophes. Non, celui-là, il n'est pas un sonnet. Il a en fait 16 vers et pas 12. Et vous voyez, l'albatros, c'est une espèce de. C'est un oiseau, un grand oiseau, et un peu maladroit, beaucoup dégonçable. Moi, je dirais, je ne sais pas si je peux traduire comme, je n'ai pas de traduction de Fleur du Mal ici, parce qu'il me semble qu'il est traduit comme albatros en portugais. Mais moi, je fais cette comparaison avec notre urubu, n'est-ce pas? C'est un oiseau, quand il vole, il est très beau. On n'a pas de doute la façon de voler de l'urubu. Je dis comment on dit urubu en français. Je vérifie directement. Voyons. Vautour. Je mets dans le chat ici. Et donc, je fais cette comparaison avec les vautours. Et donc, je zoome ici pour faire la lecture et voyons ici la conception du poète qu'il nous apporte. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent un dolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Et donc, juste pour vous montrer la capacité, la maîtrise du vers de Baudelaire, assez souvent, il écrit en vers de 10 ou 12 syllabes. Et donc, je peux vous montrer, si je vais utiliser, j'aurais dû faire ça avant. Pardon. Changer la taille. Voilà. Ici, on est capable de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 13, parce que ici, c'est une syllabe faible, n'est-ce pas? Je crois qu'on dit féminin, je sais pas, féminine.
donc souvent pour s'amuser. Et en plus, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une pause. Comme si nous avons ici un vers de 12 syllabes, il y aura cette pause dans la 6e syllabe ou après la 6e syllabe. Parfois, on peut avoir d'autres à cause de la virgule, n'est-ce pas? Et donc, souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent un dolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres des mers. Et puis, à peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, azur ici comme un synonyme de ciel, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Vous voyez qu'il commence ici. Pour s'amuser, les hommes d'équipage, ce sont les marins. N'est-ce pas? Os marinheiros prennent ces oiseaux qui sont des oiseaux de mer, qui suivent les bateaux, voilà, et les déposent sur les planches, et ou à peine, ou dès qu'ils est déposé sur les planches, ces oiseaux-là, ils deviennent maladroits et honteux. Ils laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Et voici, ces voyageurs ailés, l'oiseau, l'albatros, comme il est gauche et veule. Lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'empire qui volait. Le poète est semblable au prince de Nuée, Nuée synonyme de nuage, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu de tuer. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. En fait, ici, c'est un poème assez intéressant parce que dans cette conception qui vient de Victor Hugo, nous avons le poète comme destiné à s'envoler vers les réflexions supérieures, les cieux, les ciels, ou, entre autres. Et en fait, l'albatros devient une métaphore du poète. C'est-à-dire que le poète est destiné à s'envoler dans la poésie, mais quand il est sur Terre, c'est-à-dire dans le monde des hommes, dans la société, il est totalement gauche, comique. Il ne retrouve pas sa place. D'accord? Donc, il y a cette conception du poète ici comme un être gauche, comique, laid. N'est-ce pas? Donc, le poète est semblable au prince Nuée, à cet oiseau l'albatros, qui hante la tempête sur l'archer, exilé sur le sol au milieu des nuées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc, vous voyez que les ailes qui aident à voler, quand il se met à marcher, elles sont trop grandes et donc l'empêchent de marcher. Vous voyez que les ailes qui sont quelque chose qui destinent au vol le plus haut, quand il essaye de se mettre à marcher, il est incapable parce que les mêmes ailes qui permettent le vol empêchent de marcher. D'accord? Et à partir de cela, on peut faire toute cette réflexion autour du poème. Et donc, je passe à l'autre poème de Baudelaire que je vous ai indiqué, c'était Baudelaire, l'albatros, correspondance. Je vais faire différemment. Je vais passer à la charogne, page 46, et puis je reviens aux correspondances. Parce que correspondance, c'est les poèmes qui théorisent sur les symbolismes. D'accord? Donc, je parle de la charogne, c'est la page 46.
En fait, c'est parce que je m'inquiète par rapport au temps. Je ne vais pas lire le poème tout entier, d'accord? Je vais juste vous donner la clé de lecture et puis je passe à une passante parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est un poème plus court. Et puis, parce que je vais avoir besoin de plus de temps pour les poèmes correspondance. Donc, voyons ici. Est-ce que vous avez cherché la traduction de charogne? Pardon, je n'ai pas cherché, professeur. D'accord. Charogne, c'est une carcasse d'animal mort. En fait, ce n'est pas la carcasse en soi, c'est l'état de décomposition d'un animal mort qui pue, qui sent mal. Et on traduit comme carnice. D'accord? Et donc, voyons le poème, une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en air comme une femme lubrique, brûlante et suante les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Vous voyez ici, j'ai souligné mon âme, parce que moi j'arrive à avoir une double possibilité de lecture, comme si le poète parlait vraiment à son âme ou à son amoureuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon amour, n'est-ce pas? Mon âme comme mon amour, ou s'il parlait vraiment à son âme. Et vous voyez qu'il décrit ce qu'ils avons vu, mais ici le passé simple du verbe voir. Vous voyez, et c'est un poème très intéressant pour voir cette proximité entre sublime et grotesque, parce que nous avons toute une série d'éléments qui poussent le poète vers la sublimation, vers le sublime, et d'autres qui mènent ou qui rappellent le poète de son côté mondain, terrain, humain. Mais le plus intéressant dans ce poème, c'est qu'il y a une synthèse. Ces choses-là ne sont pas déconnectées l'une de l'autre. Et donc, il voit cette charogne et vous voyez déjà ici la comparaison de la charogne, de sa carnice, de sa carcasse d'animal mort, avec une femme hydrique, brûlante, comme l'air lubrique, brûlante, ardente. Lasciva. Pardon? Lasciva? Lascive, voilà. Et donc, voyons ici. Ouais, je vais sauter un petit peu. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouit. Donc, vous voyez que d'un côté, la carcasse de l'animal mort, la puanteur, ça sent mal, comparé maintenant à une fleur qui s'épanouit. Parce que vous voyez que au fur et à mesure que la carcasse de l'animal se décompose, elle s'ouvre en même temps, comme une fleur qui s'épanouit. Comme elle s'abroche comme une fleur. Et la puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. O mau cheiro era tão forte que sobre a erva você achou, né, acreditou que ia desmaiar. Et donc, j'avance encore.
Voyons ici. Ah oui, j'avance. Oui, je viens ici. Et puis, et pourtant, vous serez semblable à cette ordure. Vous, ici, c'est son âme, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que vous voyez, si on considère qu'il parle vraiment à son âme, c'est comme s'il se disait à soi-même, vous êtes mortel et vous allez mourir bientôt. Et donc, cette carcasse d'animal mort vous fait vous rappeler votre mortalité, votre condition humaine. Mais en même temps, s'il parle à son amoureuse, à une belle femme, jeune, belle, etc., c'est pas très romantique de le dire. C'est comme s'il, pour le dire en portugais, comme si c'est pas dando real, n'est-ce pas? Et donc il dira ici, et pourtant vous serez semblable à cette ordure. Ordure ici, lixo, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il fait un commentaire assez négatif à son âme ou à son amoureuse, c'est-à-dire vous serez semblable à cette torture, à cette horrible infection. Et puis, il s'utilise ici de plusieurs appels à l'affection. Étoile de mes yeux, estrela dos meus olhos, soleil de ma nature, mon ange, ma passion. Oui, tel vous serez au règne des grâces après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Né, aqui, tal será você, né? Você será, ó Rainha das Graças, estou traduzindo aqui rapidamente, né? Quando você irá sob a erva, né? Vou colocar a erva mesmo, e as florações ali, as flores, moisir, mofar entre os ossos. Alors, on a beauté, dites à la vermine, né, diga aos vermes, et vous voyez que ici aussi Baudelaire sera une référence pour notre Alphonse dos Anjos, é isso? Não, Alphonse de Guimarães é um e o outro, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, aquele do beija... A boca podre do que te beija, whatever. Aussi un très beau poème. Donc, a mão que afaga é a mesma que a mesma que apedreja. Afasta essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Voilà. C'est super. Alors, en ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers. Vous voyez l'ambiguïté ici. Diga, minha beleza, diga aos vermes que... aqui eu coloquei no plural, por isso que complicou, né? Diga ao verme ou aos vermes que comerão você de beijos. Vous voyez comment les choses sont côte à côte, n'est-ce pas? La décomposition en plus la sensualisation, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc, il y a encore un registre de la forme de l'essence divine de ces amours décomposés, ce qui nous fait penser que ce registre de la forme et de l'essence divine, c'est la poésie, n'est-ce pas? Et là, je parle, c'est-à-dire que quelque chose qui est la décomposition, qui a un état momentané, qui est registré et éternisé par la poésie. D'accord? Donc, c'est un moment de transition, quelque chose qui est là. La décomposition, c'est une transition,
n'est-ce pas, d'un état à un autre, mais qui est enregistré par la poésie. Et je passe rapidement au poème à une passante, parce que le poème à une passante va mettre en contexte aussi ces côtés fugitifs de la vie, mais ici dans un autre contexte. Et à une passante, c'est page 135. Voilà, à une passante, on zoom. Et ici, c'est un sonnet, comme vous voyez. Et je zoome encore à une passante. Voilà. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, un grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fâcheuse, soulevant, balançant les festons et hurlait. Donc, vous voyez ici le contexte. Dans une rue assourdissante, et il voit cette femme qui passe. Longue, mince, un grand deuil. Deuil, ici, c'est lutte. Donc, probablement, ça nous fait penser qu'elle était habillée en noir, n'est-ce pas? Etc. Et donc, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où gère un ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Cette strophe, c'est une des plus belles, je sais pas, qui existe dans la poésie. Agile et noble avec sa jambe de statue. Ça continue ici, juste pour parler un peu de la modernité de Baudelaire, assez souvent, le poète, il essaye de mettre dans une strophe une idée. Et ici, vous voyez qu'il y a cet enjambement. Le premier vers de la deuxième strophe, il termine la première. Soulevant, balançant les festons et hurlé. Agile et noble avec sa jambe de statue. Point. Et il va introduire une nouvelle idée. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil. Ciel livide où gère ouragan. Vous voyez qu'ici, c'est une image pour décrire l'œil de la femme. C'est un ciel livide où gère ouragan. La douceur, et donc il y a ici la continuité, n'est-ce pas? Moi, je buvais dans son œil la douceur qui fascine et le plaisir. Ele bebia no olho dela a doçura que fascina e o prazer que mata. Un éclair, relâmpago, hein? Raio. Puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Donc, vous voyez, il se pose la question. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, c'est-à-dire peut-être dans la mort, après la vie, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Em outro lugar, bem longe daqui, muito tarde, nunca. Car j'ignore où tu fuis, je ne sais pas où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Donc, ici, je fais toujours la comparaison de cette sensation de croiser quelqu'un dans la rue, de flirter, de croiser le regard, d'avoir une sensation. Je pourrais aimer cette personne. Ça pourrait être l'amour de ma vie. Et puis, on s'en va, chacun dans son sens, sa direction. Et puis, c'est parti. Et voilà, tout est perdu. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est le côté de modernité de Baudelaire. Et ce poème, il est dans la sous-partie du livre qui s'appelle Les tableaux parisiens. Donc, il raconte, où c'est la description de certains moments de la vie parisienne, c'est-à-dire de la vie dans une grande ville, n'est-ce pas? Je
je vous demande qui n'a pas flirté, je sais pas, dans la rodoviaire de Brésil, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici de très intéressant. De la même façon, comme le poème précédent, nous avons la cohabitation. Je ne vais pas parler de proximité, mais des cohabitations sont ensemble, c'est-à-dire la décomposition de la vie et le registre éternel. Ici, nous avons cet échange de regards fugitif, très rapidement. Donc, c'est quelque chose de fugitif, de temporel. Par contre, il y a quelque chose d'éternel, n'est-ce pas? Il y a un sentiment qui reste et en plus, il y a le poème qui registre. Vous voyez que ce poème, c'est comme une photographie. N'est-ce pas? Il a photographié l'instant, le moment. Et puis, la chose se perd, mais ça reste quand même le registre. Et c'est beau aussi voir ça. Ou toi qui est juste scellé, ou toi qui le sabe. Ou você que eu teria amado, ou você que sabe. Et donc, c'est perdu pour toujours. Ou, comme je dis, pour faire référence encore à une autre chanson, Futuros Amantes, Chico, quando ele fala futuros amantes que só se amaram sem saber, o amor que um dia deixei para você. Aquele amor não foi vivido, ele foi lançado, fechado. Et ça reste un peu comme ça. Ça reste le registre dans le poème et une sensation d'un amour qui aurait pu être vécu. Au registre d'un amour qui teria podido ser amado. C'est quelque chose comme ça. OK? Ça va? Oui, ça va. Ça va bien. OK, très bien. Et donc, je passe au poème Correspondance, page 16. Moi, j'ai l'impression qu'on ne va pas finir cette discussion aujourd'hui. Et puis, je vais vous demander ce que vous voulez faire. On aura la possibilité de terminer cette discussion la semaine prochaine parce que Verlaine, Rimbaud et Mallarmé sont très importants. Et donc, on aurait la possibilité, parce que nous avons cours, je vérifie ici, nous avons cours encore la semaine prochaine, la semaine après. Nous avons deux possibilités, c'est-à-dire finir le symbolisme la semaine prochaine. Et puis, la dernière semaine, je parle de Rousseau et je ne parle pas de réalisme-naturalisme, ou je parle de réalisme-naturalisme et je ne parle pas de Rousseau. Pensez-y et je vous repose la question à la fin du cours aujourd'hui. D'accord? Pour qu'on y pense. Okay? Et donc, nous avons ici le poème Correspondance. Et ça, c'est un poème parfait. C'est un sonnet, comme vous voyez, 2 strophes de 4 vers, 2 strophes de 3 vers. En plus, nous avons une idée complète dans la première strophe, une idée complète dans la deuxième, et puis il y a cette espèce de... C'est pas vraiment une synthèse, mais nous avons cette division, n'est-ce pas? Une idée, une deuxième idée, et puis les deux dernières strophes, elles concluent. Et en plus, l'idée des correspondances,
est le germe de l'idée du symbolisme en poésie. C'est-à-dire, ici, dans ce poème, on va trouver une théorie de la synesthésie, c'est-à-dire le mélange des sens. Quand je parle des sens, ce n'est pas sentido, significado, mais plutôt l'essence des perceptions. La vision, l'ouïe, l'odorat, le palais ou paladar, le toucher. Donc, il y a ici, dans ce poème, cette théorisation de la synesthésie et en plus, dans la poésie, quelque chose par rapport à l'expression. C'est-à-dire que pour exprimer une idée, on n'est pas capable de l'exprimer dans un seul sens et il faut recourir à un autre sens pour trouver une expression possible pour cette idée. Voyons le poème. En plus, il y a ici une question de cette correspondance aussi par rapport au mystère que la nature découvre. Et voyons ici, correspondance. Je disais que c'était un poème parfait et formellement aussi. On aura toujours la pause dans la sixième syllabe, le schéma de rimes, piliers, familiers, paroles, symboles, confondent, répondent, unité, clarté. C'est vraiment parfait. Et donc, la nature est en temple où des vivants pieds laissent parfois sortir des confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Je vais lire le poème et puis je commence. Comme des longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit, comme la clarté, les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Il est des parfums frais comme la chair d'enfant, comme des chairs d'enfant, doux comme les eaux bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches, triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin, les essences ou l'encens, qui chantent le transport de l'esprit et des sens. Ici, oui, je commence. Ici. Non, je vérifiais parce que je pensais que j'avais oublié d'enregistrer. J'ai presque eu un arrêt cardiaque. Donc, correspondance. Voyons d'abord l'idée contenue dans les deux premiers vers. La nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. Donc, nous avons l'idée de la nature comme un temple. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de spirituel dans la nature, de sacré dans la nature. Et en même temps, il y a quelque chose de caché, de secret, dans ce mystère que la nature cache. La nature est un temple, et dans ce temple qui est la nature, des vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. C'est-à-dire des vivants piliers. Ici, il y a une ambiguïté de voir ces piliers, ces pilares, comme les arbres. Mais vous voyez que les arbres ici font écho aux piliers des cathédrales, des temples, n'est-ce pas? Où on peut voir aussi l'homme, la personne. Des confuses paroles. Et donc ici, c'est important parce que
Cette idée des confus paroles nous projette dans un espace où il faut interpréter le message caché, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la nature se communique avec nous, mais de façon secrète, de façon pas claire, cachée, etc. Et l'homme y passe. L'homme passe dans la nature, dans les temples. L'homme y passe à travers des forêts de symboles. Et ces forêts de symboles, l'observe l'homme avec le regard familier. Donc, vous voyez qu'il y a ici tout un jeu entre un message caché, des symboles, c'est-à-dire que le symbole, il y a une théorie du symbole comme une image qui fait référence à une autre chose. Mais on arrive aussi, donc on verra ça dans la poésie de Mallarmé, le symbole plutôt comme un espace d'essence interdit, un espace d'essence caché. Ce genre de symbole qui ne vise pas à transmettre le sens, le signifié. D'accord? Uma ideia de símbolo que não transmite o sentido. A gente sabe que é um símbolo, mas o significado nos é interdito, proibido. Proibido porque não chega. D'accord? Voyons. Mais en même temps, ces forêts où les symboles regardent l'homme avec le regard, ou observent l'homme avec le regard familier. Donc, c'est quelque chose qui est secrète, mais en même temps familière à l'homme. Et il continue. Comme de longs échos qui de loin se confondent, vous voyez longs échos qui de longe se confondent. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, ça peut être, par exemple, si on est dans un bâtiment, dans un étage très haut, on écoute un bruit qui vient de la rue, mais on n'est pas capable de distinguer, n'est-ce pas? On écoute le bruit, les échos, mais on ne distingue pas les paroles, ce qui est. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Donc, c'est ça, les échos sont dans une unité. Et cette unité vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Cette idée de répondre, oups, qu'est-ce que je fais ici? Ah, pardon. Cette idée-là de répondre, c'est-à-dire, on peut comprendre répondre ici comme correspondre, ou correspondre. Et donc, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il y a une correspondance entre un son et une couleur et un parfum. C'est comme si je disais, par exemple, vous voyez, nous avons une organisation des couleurs entre couleurs chaudes et couleurs froides, n'est-ce pas? Cores quentes et cores frias. Vous voyez que on organise les couleurs au lieu de les organiser par rapport à la vision, on donne un sens du toucher, parce que c'est à partir du toucher, du toque, qu'on est capable de distinguer la chaleur et la froideur, n'est-ce pas? Mais par contre, on organise les couleurs à partir d'un sens qui est le toucher. Ou un autre sens du toucher, c'est quand on dit, par exemple, un bruit doux, ou un son doux, um barulho ou um som suave.
a suavidade é do toque, n'est-ce pas? Mais il y a une correspondance entre son, couleur et parfum. Par exemple, a gente fala de perfume cítrico, n'est-ce pas? Et le citrique, c'est quelque chose qu'on expérimente par le palais aussi, le gosto. Mais on projette cette idée dans le parfum. Il est ou il y a des parfums frais comme la chair ou comme des chairs d'enfants. Perfumes frescos como a carne de bebês ou a pele de crianças. Doux comme les hautbois, suave como o oboé, aquele instrumento. Vert comme des prairies. Donc, des parfums verts comme des prairies, né, como pradarias, ou perfumes verdes, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Vous voyez que c'est intéressant de voir ici, il parle toujours de parfums. D'autres parfums sont corrompus, riches et triomphants, ayant, et c'est intéressant parce que corrompu, c'est presque une idée de la morale qui est appliquée à un parfum. Et corrompu, riche et triomphant, ayant l'expansion des choses d'infini, comme l'ombre, musc, benjoin, ensemble. Ici, à cause des sens, on prononce le S, l'encens. Mais en français, on ne prononce pas ce S de encens. D'accord? Amber, je crois que c'est un muscle, alguma coisa assim. O benjoim, eu acho que se fala, se não me engano, e o incenso, qui chante les transports de l'esprit et des sens. Transport, ici, on peut penser comme transport, transporte do espírito, dos sentidos, mas é também a elevação, quando se deixa levar pelo sentimento. D'accord? Voyons ici un synonyme de transport dans ce sens. Émoção viva, n'est-ce pas? Donc, né, perfumes corrompidos, ricos e triunfantes, que têm essa expansão das coisas infinitas, aí ele dá os exemplos que cantam as emoções vivas, né, do espírito e dos sentidos. Ou, se quiserem, os transportes des sentidos, se deixarem. Né? Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons en face de nous un poème qui nous donne une vraie théorie ou une théorisation de la synesthésie, du symbole, de la correspondance, une correspondance secrète entre les éléments de la nature. N'est-ce pas? C'est quelque chose que, assez souvent, c'est le poète qui est capable de nous faire voir. OK? Ça va? Oui, ça va. OK. Et donc, je vais avancer encore un tout petit peu. Et voyons ici. Non, c'est pas m'alarmer. Je vais, Jean Maurias, juste un petit commentaire. Ici, j'ai, parce que en fait, ce que je vais faire ici maintenant, je reprends le fil des influences. Nous avons vu le romantisme, nous avons vu Théophile Gautier avec l'idée de l'art pour l'art, etc., qui arrive à Baudelaire.
Et vous avez vu, Baudelaire n'est pas un poète engagé dans ce sens. En fait, Baudelaire, il est tout. D'accord? Parce qu'en fait, je sautais certaines parties. Pardon, je vais revenir à Les Fleurs du Mal. Oui. Allons à la table de matière. Parce qu'il y a quelque chose d'important à dire ici. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà suivi les cours de poésie ou si vous, je ne sais pas, par exemple, pour ceux qui sont de la traduction, qui ne suivent qu'un cours de littérature, quelque chose de très important. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de Théophile Gautier et même le poème ici que Gabriel a partagé de Olaf Bilac, l'idée de l'artifice, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, l'art est artifice parce que c'est un produit, mais l'art n'est pas un artifice parce qu'elle est supérieure, n'est-ce pas? Et Baudelaire, au contraire des poètes romantiques, ce livre, il n'est pas composé comme ou à partir de l'idée de l'inspiration. Et le livre, Les Fleurs du Mal, c'est un livre qui a été composé, qui a été, comment je peux dire, il a été organisé pour avoir cette forme-là. C'est-à-dire que les poèmes ne sont pas organisés de façon chronologique par rapport à leur écriture. Le poète a conçu le livre comme une espèce de descente aux enfers, comme on dit depuis Virgile, depuis Dante, etc. Donc, nous avons tout d'abord un poème qu'il fait au lecteur, qui est un poème assez important aussi, parce qu'il parle directement au lecteur. Et puis, il termine ici, et ça, c'est un trait de modernité de Baudelaire. Vous voyez ici la dernière strophe qui est très intéressante. Il va parler de l'ennui, du tédio. Comme vous savez, c'est ça qui fait le mal du siècle, qu'il va appeler spleen. Il va utiliser le mot en anglais. Et il dit ici, c'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Donc, il attaque le lecteur, il appelle le lecteur hypocrite, mais en même temps, lui-même est hypocrite et il se voit comme un frère du lecteur. Et il parle ici, ce monstre délicat, c'est l'ennui. C'est une espèce de mélancolie, pédie, dépression, tout ce qui fait cette idée du mal du siècle. Et puis, je reviens à la fin du livre, à la table de matière. Donc, juste pour vous montrer l'organisation du livre. Donc, nous avons ici spleen et idéal. C'est la première partie, c'est laquelle où il va jouer cette idée de la mélancolie. Et cette mélancolie ou cet ennui, il vient de la conscience de la mortalité. Et l'idéal, c'est les côtés de l'éternité. Donc, il y a cette bataille entre la conscience de la mortalité du poète et une lutte pour s'éterniser, pour l'idéal, pour la perfection. Et cet idéal-là, il va se montrer de deux façons, comme l'éternité ou l'éternalisation du poète, et de l'autre côté, l'idéalisation, la perfection de la poésie. Et puis, nous avons ici, tout ça, ça fait partie de ce qui est idéal. C'est la partie la plus longue.
Et puis, nous avons les passages parisiens, donc les tableaux parisiens, pardon. Passages, c'est ce sont ces espèces de photographies de Paris, de la grande ville du XIXe siècle. Et puis nous avons, c'est-à-dire ici, il y a quelque chose d'important aussi, c'est quand le poète, dans Esprit idéal, prend conscience de cette bataille entre mortalité et idéal, il va se frustrer. Et donc, il va chercher une réponse dans le social. Donc, il va sortir dans la ville et il va regarder à l'extérieur. Ça ne marche pas, il va recourir au vin, c'est-à-dire la drogue. Et Baudelaire était un grand consommateur de hashish, opium, absinthe, etc. C'était un bohème, un bohémien et quelqu'un qui avait une vie assez déréglée, malgré le fait d'être un très grand poète, un très bon critique d'art, etc. Un traducteur aussi, ça c'est important. Baudelaire, il a traduit Edgar Allan Poe de l'anglais au français. Donc, il cherche dans le vin comme une métaphore pour les substances ou à tout ce qui permet, tout ce qui nous permet de se lever, n'est-ce pas? Et puis les fleurs du mal, c'est la destruction, c'est c'est comme si les expériences n'avaient pas marché, n'est-ce pas? Et puis il y a la révolte parce que ça ne marche pas. Et vous voyez qu'il y a en plus une révolte ou une rébellion contre Dieu et ça va terminer par appeler Satan, etc. Et puis la mort comme la fin de tout. Et le dernier poème, le voyage, ça fait référence au voyage comme un passage, n'est-ce pas? À l'au-delà de la vie. Donc vous voyez que le livre, il est conçu comme, je sais pas, une pièce d'art ou comme une cathédrale, presque comme ayant un récit du début à la fin. Ce sont des poèmes indépendants, on est capable de lire les poèmes de façon indépendante, mais il y a une progression dans cette révolte du poème. D'accord? Et sinon, voilà. Je voudrais... oui, je vais entrer dans le poème de Verlaine. Voilà. Ici, je vais parler rapidement, et c'est page 52, 52 de Verlaine. Et vous voyez ici, j'ai la couverture du livre, poème saturnien, et j'avais parlé de spleen chez Baudelaire, l'ennui, la mélancolie, et poème saturnien, comme vous savez, Saturne, c'est la planète qui est le signe de la mélancolie aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard que nous avons au retour de Saturne, n'est-ce pas? Moi, j'adore la poésie parce qu'il y a toujours une conexão avec la chanson aussi. Vocês que são brasileiros, vocês lembram da canção 29 do Legião, né? E aos 29, com o retorno de Saturno, decidi, aprendi a viver sem você, já que você não lembra dessa música, né? Aos 29, não, perdi de 20 em 29 amizades por conta de uma preocupação. Aí lá na frente ele fala, aos 29, com o retorno de Saturno.
Vous connaissez peut-être l'idée du retour de Saturne, n'est-ce pas? C'est ce cycle de 7 ans que nous avons tous, que nous vivons. C'est astrologique, n'est-ce pas? Et qu'à chaque 4 cycles de 7 ans, nous avons un retour de Saturne, c'est-à-dire que le premier, nous avons un premier retour à l'âge de 28, 29, 30 ans. Pour ça, dans la chanson de Jean, 29, on retourne Saturne. Et assez souvent, on dit que dans ces moments du retour de Saturne, nous avons une période mélancolique de auto-réflexion sur la vie. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans ce livre de Verlaine, ou ce livre de Verlaine sera aussi marqué par les signes de Saturne, les signes de la mélancolie, n'est-ce pas? Et vous voyez la table de matière, c'est ici ou à la fin? C'est à la fin. Nous avons fait ici dans cet ouvrage, il y a 2 livres. C'est Fête galante et Poème saturnien. Et donc, vous voyez qu'il y a un prologue et puis il y a la première partie qui s'appelle Mélancolia, n'est-ce pas? Et c'est intéressant, par contre, comme je disais, le poème Correspondance de Baudelaire initie cette idée du symbolisme. Et Verlaine sera connu comme un poète maudit. Il va créer cette expression, les poètes maudits, os poetas malditos. Mais aussi le symbolisme. Et donc, c'est intéressant, et je parlais des correspondances comme cette idée de la synesthésie et la correspondance entre son, couleur et autres. Et nous avons ici, chaque partie de ce livre est organisée autour d'une conception de la peinture. Donc, mélancolia, eau forte, água forte, né? Paysage triste, caprice. Et caprice, j'ai oublié, mais il y a, c'est un type de peinture aussi. Caprice, c'est pas caprice. Caprice. Il y a une autre explicação. J'ai trouvé ici dans ce diccionnaire caprice comme na música, como sendo tipo de forma livre na música. Donc caprice, paysage triste, eau forte et mélancolia. Et vous savez, il y a un tableau qui s'appelle Mélancolia, si je ne me trompe pas, de Dürer. Je vais essayer de le mettre dans la salle pour laisser regarder après. Et donc, pour ce qui est de Verlaine, il a 10 heures, il faut terminer ici. Il y a quelque chose qu'on entre dans le symbolisme, c'est l'idée de la musicalité de la poésie. Baudelaire, il avait le rythme du vers, du poème très fort, mais la musicalité ou le poème en tant que musique, ça, on verra, ou la musicalité du poème, on verra avec Verlaine. D'accord? Je vous demande pour la semaine prochaine de lire les poèmes que j'ai indiqués de Verlaine. Essayez de les lire en voix haute. D'accord? Tentem ler em voz alta pour expérimenter cette musicalité des poèmes de Verlaine. Et avant de terminer, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous préférez? Que dans la dernière semaine, on parle de réalisme-naturalisme et on reste au 19e siècle, ou vous voulez une introdução a Jean-Jacques Rousseau? O que vocês preferem? Que a gente termine o século XIX pegando realismo-naturalismo, ou vocês preferem que eu entre, faça uma introdução sobre o Jean-Jacques Rousseau?
Pour moi, j'aime beaucoup les Jean-Jacques Rousseau, mais je peux être la minorité, je ne sais pas. Je crois que nous avons besoin de Jean-Jacques Rousseau ces jours-là, c'est ça. Nous avons besoin de Jean-Jacques Rousseau à ces jours-là que nous sommes. Si vous me comprenez. Oui. Tu veux dire le contrat social? Oui, Jean-Jacques Rousseau, la vision plus sociale une vision plus sociale de la société, comprenez-vous? Oui, mais par contre, j'allais parler du côté individuel, subjectif de Rousseau, les confessions. Ah, oui. Non, mais n'importe pas. C'est sur Rousseau, c'est bien. E vocês sabiam que o Rousseau era músico de música clássica e tudo? Parece que ele até compôs coisas. Gabriel, você ia falar uma coisa. Eu não sabia, não. Cíntia, Jean-Jacques Rousseau. Des enregistrements de autres cours de Jean-Jacques Rousseau ou du réalisme naturalisme parce que nous pourrions regarder la vidéo et après la classe et nous choisirons notre. D'accord. En fait, j'ai quelques bonnes vidéos et j'ai une série, si je ne me trompe pas, de 3 conférences sur le réalisme dans la peinture, qui sont assez instructives. Et peut-être je peux vous indiquer ces vidéos-là pour remplacer les cours sur le réalisme et le naturalisme. Et je donnerai les cours sur Jean-Jacques Rousseau. Ça marche. D'accord? Oui, bon. Et je ne sais pas si vous savez, mais le semestre prochain, je vais offrir un roman. Eu vou oferecer disciplina de romance. Eu estou pensando aqui, recentemente, de ontem para cá, de talvez fazer a disciplina de romance focado em romancistas mulheres e trabalhar mais com teoria feminista. Mas aí eu poderia fazer uma introdução ao realismo e naturalismo, que são movimentos mais ligados ao romance. Então, para aqueles que forem fazer romance no semestre que vem comigo, eu poderia dar uma aula ou mais de uma sobre realismo e naturalismo para continuar essa discussão. Mas eu estou querendo dar disciplina mais em torno de teorias feministas e romancistas mulheres contemporâneas de 50 anos para cá. Tá? Então, Samarche, podemos combinar assim, então, para terminar aqui. Pour moi, c'est bien. A última aula sobre Jean-Jacques Rousseau. Vou indicar vídeos sobre realismo e naturalismo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder também na aula. Tá? E aí é isso, então. E aí, semana que vem, então, a gente termina a discussão sobre o simbolismo, porque Verlaine, Rimbaud e Mallarmé vão dar trabalho. Tá? Mas não deixem de ler os poemas que eu pedi e pensem aí na música da Adriana Calcanhoto e ver qual que é a referência. Tem uma referência que é essa referência Barco Embriagado ao Mar, é uma referência ou ao Verlaine, ou ao Rimbaud, ou ao Mallarmé. Ok? D'accord? D'accord. Merci, professeur. Parfait. Merci. E ouçam também outra música aqui, Só as Mães São Felizes, do Cazuza, porque ele cita o Rimbaud. Ele cita toda uma tradição maldita, vamos dizer assim, de poetas erráticos, assim, né, que são meio contra o sistema. Né? Allen Ginsberg, Rimbaud, etc. Então tá. Então eu vou continuar falando aqui, eu tenho outra aula para dar, porque terça-feira eu não dei aula de crítica, porque o Caetano estava com febre. Então é isso. Au revoir.
Amusez-vous bien avec les poèmes, c'est super. Et si vous voulez, si vous avez le temps, lisez un peu plus que les poèmes indiqués. D'accord? Oui, Au merci. revoir. Au revoir. Merci pour l'attention. Au revoir. Au revoir.